Bonjour. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Déjà, je vais faire très attention, donc on m'a demandé de rester derrière le micro. C'est pas du tout habituel. Du coup, n'hésitez pas à me faire un petit signe si jamais je m'éloigne un peu. Je m'appelle Nicolas Frankel, je suis développeur depuis 20 ans. Ça se voit à mes cheveux blancs, le fait que je sois 20 ans, hein, pas développeur. Depuis quelques temps, je suis également développeur advocate. Et je suis assez curieux, et du coup, le métier de développeur advocate me permet de creuser différentes problématiques. Donc, celle que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est Zero Downtime. Il y a plusieurs raisons de faire du Zero Downtime. La plus directe, c'est si vous êtes, par exemple, un site d'e-commerce, à chaque fois que vous mettez une application en production et que vous êtes obligé d'afficher une petite page statique en disant « Et revenez dans 5 minutes », forcément, ça va impacter vos revenus. Généralement, le business n'aime pas, donc ça, c'est assez direct. Une autre raison qui est beaucoup plus pernicieuse, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas informaticiens, par exemple votre famille, vos amis, etc., quand ils vont sur Facebook, quand ils vont sur Google, quand ils vont sur Amazon, ils n'ont jamais la petite page statique qui disent « Attendez, revenez dans 5 minutes ». Si vous êtes informaticien, et encore une fois, si vous êtes de ma génération, vous avez l'habitude de ce type de principe. Mais les gens qui ne sont pas informaticiens n'ont pas l'habitude. Et donc, s'ils vont visiter votre site, s'ils vont visiter votre appli, et qui voient cette page statique, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous le faites et d'autres ne le font pas. Donc, je pense que ces deux raisons conduisent aujourd'hui beaucoup de gens à s'interroger sur le zero downtime. Qui aujourd'hui fait du zero downtime? Allez-y participer. Pendant 1 an et demi, clairement, j'ai eu aucune interaction sociale. Du coup, là, ça me fait plaisir. On peut dialoguer. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me solliciter. Ça me fait plaisir, vraiment. Donc, personne ne fait du zero downtime. Donc, je suppose que si vous êtes là, c'est pour voir comment on peut faire du zero downtime. Donc, c'est bien, vous êtes au bon endroit. Donc, par contre, là, qui connaît le Blue Green Deployment? OK. Ah, pas tant que ça, finalement. OK, donc, le Blue Green Deployment, vous avez deux environnements. Alors là, je vais voir si ça marche. Oh oui, ça marche. Deux environnements qui sont complètement équivalents. L'un est considéré comme bleu, l'autre comme vert. Donc aujourd'hui, à ce moment-là, l'environnement bleu, c'est votre environnement de prod. Hein, le petit utilisateur, pouf, il va taper dessus, le web server, le serveur d'appli, la base de données. Et puis, quand vous voulez déployer votre nouvelle version, vous déployez sur l'environnement vert, qui, je vous rappelle, normalement est complètement identique. Puis avec le cloud ou Kubernetes, c'est assez facile. Et puis, quand vous voulez dire « Ah, OK, c'est bon, on y va », vous appuyez sur un bouton magique et pouf, tout votre trafic, il est dirigé vers l'environnement vert. Ça a l'air simple, hein. Alors encore mieux, Kubernetes arrive et vous dit qui connaît Kubernetes ici, parce que je... Ouais, OK, cool. OK, donc Kubernetes arrive et dit « Oh là là, mais c'est encore plus facile que ça. Aujourd'hui, imaginons, on a 3 pods, version 1.0, et puis avec le rolling upgrade, hop, on dit je fais un apply sur le fichier, et pouf, ça passe en version 2.0. C'est encore plus magique. Et généralement, la plupart des talks sur le zero downtime avec Kubernetes, ils s'arrêtent là. C'est facile, les rolling upgrades. Alors le problème, en fait, c'est vraiment très très compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vos applications, elles sont rarement stateless. Peut-être, avec un peu de chance, vos pods, ils sont stateless, donc ils ne gèrent pas de session. OK. Mais derrière, il y a une base de données. Et quand vous allez devoir faire votre rolling upgrade, et vous allez devoir taper dans la base de données, et ça va poser un problème au niveau du schéma. Donc, pour résoudre ce problème, on peut dire « Ah facile, on va utiliser une seule base de données. » C'est simple. Et c'est effectivement une option que je préconisais il y a quelques années. Et donc, j'ai 20 minutes, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de vous proposer cette option que je préconisais il y a quelques années pour que vous voyez, si vous essayez de faire ça, les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et l'option nouvelle qui me semble avoir plein de bénéfices. Et puis, je vais annuler la démo. Je vous enverrai il y aura le repo Git. Et puis, vous pourrez faire la démo chez vous. Si j'ai un petit peu de temps, je ferai la démo, mais je parle beaucoup, du coup, ça va être compliqué. Bref. Donc, solution numéro 1, on a des problèmes de schéma, donc on garde la même base de données. Pardon, on a des problèmes de migration, du coup, on garde la même base de données. Et mon schéma, il devient un petit peu plus compliqué maintenant.
Donc j'ai toujours mon rolling upgrade de mes pods, et puis j'ai mon pod de base de données. Donc je considère qu'on n'a qu'un pod, c'est déjà suffisamment compliqué, de base de données. Et puis là, quand je fais mon rolling upgrade, pouf, et là, tagada, et ça ne marche plus. Forcément, puisqu'on a une base de données qui est utilisée par nos 3 pods. Alors vous allez me dire, c'est quoi la solution? La solution, c'est simple. Il suffit que l'application 2.0, elle comprenne le schéma 1.0. Ouais, vous êtes d'accord là-dessus? Ouais, ok. Donc, je refais la même chose. Je dis, ok, maintenant, mon application 2.0, elle comprend le schéma 1.0. Donc, je vais upgrader tous mes pods 2.0, et puis, après, ma base de données 2.0. Et là, tout va bien. Mais on est tous des héros, donc on ne fait jamais de rollback. Hein? Qui ne fait jamais de rollback? Allez, n'ayez pas peur. Bah oui, hein, on est d'accord. Parce que si on veut faire un rollback, dans ce cas-là, pouf, oh tiens, on n'a plus le droit de faire du rollback. Et c'est un petit peu pénible, parce que si on est tous des super-héros, de temps en temps, on doit avoir des collègues qui ne sont pas si super-héros que ça, et puis eux, ils doivent faire des rollbacks. Et du coup, ça ne marche plus très très bien. Alors, il y a quand même des solutions. Alors, je vais prendre un exemple très 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 simple. Hein. Je pense que là, le plus simple que ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est un schéma de base de données où j'ai donc c'est une base de données e-commerce super simple. J'ai un client, j'ai une ligne de carte, et puis j'ai un product. Donc j'ai une relation 1N entre mon client et ma ligne de carte, et une relation 1-1 entre ma carte line et mon product. Ouais, ça vous va? Je peux pas faire plus simple. Et puis, le business arrive. Il n'y a pas de relation sur le fait qu'il y ait une image de singe très très en colère et le business. Hein. C'est vraiment fortuite. Donc le business arrive et dit « Ah, mais nous, on a un problème aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a énormément de clients qui abandonnent leur chariot sans jamais avoir commandé. » OK? Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'après un certain temps, en fait, on puisse envoyer un email en disant « Hey, cher client, peut-être vous avez oublié, vous avez un chariot avec tel et tel article. Si vous commandez, on vous propose 20%. » Je vous rappelle que dans l'e-commerce, le but, c'est de vendre, pas forcément au beau prix, le but, c'est de vendre, faire du volume. Très bien. Donc vous repassez à votre planche à dessin, votre modélisateur favori, et vous dites « Ah, super, je vais rajouter une table au milieu, et puis je vais avoir... une commande last modified, donc à chaque fois que vous mettez des articles dedans, vous changez le last modified. Et puis derrière, j'ai un batch qui passe à intervalles réguliers, qui va vérifier si ça dépasse 2 jours. Email. Ça vous va? Cool. Et là, maintenant, on se dit, ah, mais ce changement, il est méchamment pas compatible, hein, ce changement Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que notre application, elle puisse bien gérer ça? Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va séparer ce changement de schéma, ce changement breaking, en une petite série de changements qui sont non-breaking 2 à 2. Et donc, dans ce cas-là, on va toujours pouvoir faire un baby step de retour si jamais on se rend compte que ça ne marche pas bien. Donc, voilà les steps qu'il faut faire. Donc, ma première étape, on va créer la table carte, la nouvelle table, et puis à chaque fois qu'on a des modifications sur l'ancien schéma, on va les répliquer dans ce nouveau schéma. Alors, ça a l'air super cool comme ça, parce que derrière, si on fait un rollback, vu qu'on a fait des réplications depuis l'ancien schéma sur le nouveau schéma, ça veut juste dire qu'on a de la donnée en trop, on l'ignore et tout va bien. La deuxième étape, on va changer, en fait, on va faire la même chose, mais on va inverser, c'est-à-dire que la source de vérité devient le nouveau schéma. Une fois que la source de vérité devient le nouveau schéma, de la même manière, on peut faire un rollback, puisqu'on aura, à chaque fois, on aura dupliqué les données dans l'ancien schéma. Maintenant, vient le problème. On a utilisé la même base de données pour éviter d'avoir à faire de la migration de données entre les deux bases de données bleues et vertes. Sauf que pendant ce temps, il y a peut-être des gens qui n'ont pas touché leur chariot. Il faut quand même les migrer. Bon, ça fait mal. Après, le clean-up, c'est facile. Donc en fait, cette proposition, je l'avais il y a quelques années, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas super fun. Déjà, chaque changement doit induire cette décomposition dès lors qu'il y a un breaking change dans votre schéma. Le problème, c'est qu'il y a quasiment toujours des breaking change quand vous faites des modifications de schéma. Un changement de nom de colonne, c'est un breaking change. Donc ça, le seul truc, vous rajoutez des colonnes, ça passe.
Ensuite, une fois que vous avez commencé cette migration, vous pouvez faire uniquement un rollback sur un baby step. Une fois que vous avez commencé un déploiement, vous devez le finir jusqu'au bout. Vous pouvez faire des petits allers-retours, mais vous ne pouvez pas faire 2 steps. Alors là, ça commence à faire mal. Parce qu'encore une fois, des rollbacks, vous en avez fait ou vous allez en faire dans votre vie. Ensuite, toute l'organisation est impliquée. Les devs sont impliqués, parce qu'à chaque fois, ils doivent faire le code qui va dire « Ah, je dois être compatible avec ce schéma et ce schéma ». Ils doivent versionner leur développement pour dire bah, « ça, c'est la version 2.1, 2.2, 2.3 ». Les ops sont impliqués, les DBA sont impliqués, bref. Et voilà, et ce que je disais, vous devez migrer de toute manière la donnée. Donc aujourd'hui, je viens vers vous et j'ai dit « Ah ah !» En fait, non. De toute manière, on doit faire de la migration. Donc autant si on doit faire de la migration, bah, faisons de la migration et embrassons la migration. Alors, ça a l'air simple, et effectivement, c'est simple, quand je le dis. Je vais essayer de vous convaincre que c'est simple de le faire également. Il suffit juste de ne pas se baser sur un batch pour faire la migration, mais de se baser sur du data streaming. Donc d'avoir une architecture basée sur les événements, event-driven architecture. Donc à chaque fois qu'on va avoir une modification sur la base de données origine, le changement va être migré sur la base de données cible. Et c'est fini. C'est bête, hein? Donc, l'implémentation, ça se fait par un truc qui s'appelle le Change Data Capture. Qui connaît le terme Change Data Capture? Ah, c'est pas mal, 2 personnes. Donc, le Change Data Capture, j'aime bien le définir par l'inverse de ce que c'est. Donc, c'est l'inverse de l'event sourcing. Dans l'event sourcing, au lieu de stocker l'état, on va stocker des événements. Et quand vous voulez connaître l'état, vous allez rejouer les événements dans l'ordre pour arriver à l'état. Ça a plein de bénéfices. Vous pouvez dire quel était l'état il y a 3 jours, il y a 10 ans, machin, etc. Le problème, c'est que ça nécessite de refondre complètement votre système d'information. Votre base de données classique, elle n'est pas du tout faite pour ça. Donc, le change data capture, c'est exactement l'inverse. Vous allez conserver votre système de données, votre base de données legacy, et à chaque fois que vous allez faire des modifications, d'accord, ça va envoyer un événement qui va contenir le changement. Je vais essayer d'être super rapide pour faire la démo. Donc, maintenant, ça donne la chose suivante. J'ai maintenant, vous voyez que j'étais architecte, hein, je sais faire de l'UML. Donc maintenant, j'ai mes 3 pods V1 d'application, mon pod V1 de database, qui en plus, c'est bleu. Donc, je vais commencer à faire ma préparation de déploiement. Donc, je vais mettre ma base de données cible avec le nouveau schéma. Puis, je vais, et là, c'est super important, je vais créer un tunnel. Alors, job, j'aime pas bien le mot, parce que job, comme le disait le speaker précédent, ça a un début et une fin. Là, c'est un streaming job, donc ça a un début, et a priori, ça n'a jamais de fin, à moins que vous l'arrêtiez. Et donc, à chaque fois que j'ai un client qui va modifier son carte, pouf, le job, ou à défaut le data streaming job, va lire la modification et la forwarder sur le nouveau schéma. Du coup, je vais dire, ah bah c'est bon, maintenant je suis à peu près bon, je vais faire mon vrai déploiement, et là, le client qui arrive sur le pod V2, bah, il a sa donnée qui est toute fraîche. Jusqu'à ce qu'à un moment, bah, tous les pods soient migrés vers la V2, bah, il n'y a plus rien à streamer ici. Du coup, ça, vous pouvez le garder comme vous voulez. J'ai été feignant, je n'ai pas fait le job qui doit faire du backward. Rappelez-vous, hein, on doit pouvoir faire du rollback, hein, c'est quand même sympa. Donc j'ai été feignant, mais vous devez prévoir un job backward. Et puis là, bah, vous arrêtez, parce que le job, il ne sert plus à rien. J'utilise Hazelcast pour faire ça. Il y a d'autres solutions, mais je bosse pour une boîte qui s'appelle Hazelcast. Du coup, vous me permettrez d'utiliser mon produit, hein, mais rien ne vous y oblige. Hazelcast, ça a 2 choses. Ça a une partie in-memory data grid, donc le fait de pouvoir mettre plusieurs nœuds pour former un cluster et que vous ayez une façade où vous ayez une computing unit, quel que soit le nombre de nœuds. Donc pour faire du stockage de données en mémoire. Ça, c'est pour gérer les sessions, parce que oui, en fait, vos pods, ils sont rarement stateless en eux-mêmes. Et le deuxième, c'est faire du data streaming, donc pour lire depuis une source de données et des événements de base de données, avec des transformations, etc., pour s'adapter au nouveau schéma et pour l'enregistrer dans une base de données. Je vais passer là-dessus, donc pour le déploiement, parce que j'ai plus beaucoup de temps.
Donc, ce que je vous disais, je vais utiliser le produit. Pour faire la préapplication de session, je vais utiliser Spring Session et Hazelcast. C'est une implémentation de Spring Session. Et pour migrer les données en base de données, je vais utiliser Hazelcast pour Change Data Capture. Donc, ça me donne le diagramme de déploiement suivant. Je vais avoir ma base de données source. Je vais déployer dans un cluster Hazelcast. Donc là, le cluster, il aura un nœud et puis c'est le job qui le lancera. Il va lire les données et il va les écrire. Et puis derrière, il se base sur l'API Hazelcast, qui elle-même se base sur l'API Debezium, qui elle-même utilise un connecteur pour pouvoir lire spécifiquement la base de données MySQL. L'avantage de ça, c'est qu'en plus, vous pouvez faire de la migration. Ici, je peux écrire dans Postgres, on s'en fout, ce que vous voulez. Bon, hop, j'ai combien? J'ai 2 minutes pour faire une démo. Ouais. Heureusement qu'après, il y a une pause, donc du coup... Ah bah voilà, qui veut des questions? Qui veut la démo? Ok, waouh. Ok, donc ici, j'ai déjà... Ah, ce serait bien qu'il me donne la... Ah, il m'a mis là-dessus, ce salaud. Donc ce que je vais faire déjà, je vais arrêter ma présentation PowerPoint. Hop. Du coup, pour que vous puissiez voir mon écran. Et là, vous voyez mon écran. Oui, trop bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà démarré mon cluster. J'ai déjà, si je fais git, au lieu de faire cube, donc K, c'est kubectl, get pods, j'ai déjà tout démarré. Donc, ce serait bien que... Voilà. Donc, j'ai mes 3 nœuds qui sont un deployment au sens Kubernetes du terme applicatif. J'ai ma base de données source qui est déjà là. J'ai ma base de données cible qui est déjà là. J'ai déjà fait mon job forward. Si le code vous intéresse, encore une fois, j'ai du GitHub. Et là, j'ai ma magnifique application. OK. Donc, je vais faire semblant d'avoir une session utilisateur. Je ne vais pas faire un login mot de passe directement. Je vais m'authentifier comme ça. Je suis sur mon shop. Je me remets en plus petit. J'ai une toute petite résolution. Donc, Joe, il va mettre une tasse. Jack, il va mettre 2 t-shirts. William, il va mettre 3 hoodies. Parce que je veux aussi qu'ils conservent... Eux, ils ne vont pas toucher leur carte pendant que je fais la migration. Et Joe, vous allez voir qu'il va la toucher tout le temps. Ici, vous pouvez voir le nœud sur lequel... le pod sur lequel je suis. En utilisant le vocabulaire Kubernetes. Et ça, c'est la version du pod sur laquelle je suis. Donc, la RZW machin, ça finit par Z, c'est celui-là. OK? On est OK là-dessus? Donc, je reviens sur Joe, parce que c'est lui qui va changer tout le temps. Voilà, il a toujours un produit. Et maintenant, je fais un clear apply-f, infrastructure, cube application, to.yaml. Donc, c'est elle qui a le nouveau schéma, etc. Et maintenant, je vais faire un k get pods w pour voir. Et puis là, je vais faire le truc le plus fun du monde. Je vais cliquer sur Add to Cart. C'est super fun. C'est la démo, là, vraiment très, très cool. Donc, de temps en temps, je vais regarder quand même ce qui se passe parce que parfois, il est un petit peu lent. Donc, il faut aussi vérifier. Ah bah tiens, déjà, vous avez vu, il m'a changé de pod. Il a déjà tué le pod sur lequel j'étais. Il en a relancé un et je ne l'ai pas vu. La démo, elle est trop bonne, je ne le vois même pas. Alors là, je suis en train d'appuyer, mais il ne le prend pas en compte. Du coup, vraisemblablement, ça, c'est parce que je suis une qui. Ah bah si, voilà. Et donc, voilà, bah, j'ai 10. Et puis voilà. Et bah, c'est fini. Merci, sans filet. Faut pas que j'oublie le micro. Voilà, donc, voilà, je suis à 1 minute de retard. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai montré que vous pouvez faire du zéro downtime. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc l'option 1, à la fin du talk, je disais, vraiment, faites-le si vous en avez vraiment besoin. Là, je pense que c'est tout à fait possible. Utiliser la réplication de session, c'est disponible depuis des milliers d'années, depuis qu'on fait du cluster. Et puis, pour la base de données, utilisez Change Data Capture et Data Streaming, et ça marche très, très bien. Vous pouvez lire mon blog, je fais des articles tous les dimanches soirs, donc lisez-le le lundi matin en arrivant au bureau. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Comme je vous l'ai vendu, vous pouvez avoir le code, parce que là, par contre, j'ai vraiment pas le temps de vous le montrer.
Mais le code, c'est du code Java, du data streaming, et c'est quasiment que de la configuration. Il n'y a rien de violent. Et si jamais je vous ai intéressé à Hazelcast, rejoignez notre Slack, ou si vous n'aimez pas les gens comme moi, vous pouvez avoir directement des formations gratuites en ligne. Vous n'êtes pas obligé de dialoguer avec des gens. Vous pouvez même faire les deux, hein, si vous aimez les gens et que vous aimez bien aussi vous former. Il n'y a personne après. Je peux prendre quelques questions si vous en avez. Ah, la technique nous dit... Hein, j'ai rêvé de dire ça. La technique nous dit que c'est pas possible. Du coup, je vais sortir de la salle. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Merci encore et bonne fin de conférence.